Un vigneron dans l'alambic de l'histoire. In vino veritas, le Gaillac a 2000 ans. Mais c'est le travail des vignerons de ce dernier demi-siècle qui dit le mieux les évolutions du monde et de ses consommations. Passé 43 vendanges, Alain Boulanger, enfant de 68, qui s'est collé au travail en usine puis au travail des vignes, sort de cet alambic de l'histoire. Il raconte sur Air d'Otan Gaillac. Aujourd'hui, les stratégies individuelles. À Gaillac comme ailleurs, il y a les mécaniques du marché, les bras de fer avec le négoce et les crises dans un monde du vin qui n'est pas fait que de bonnes manières. Il y a heureusement aussi les stratégies mises en place pour y contrecarrer. Stratégie collective quelquefois, mais stratégie particulière le plus souvent. C'est en tout cas une ouverture en grand de la boîte à idées qui s'impose. Illustration dans les vignes du Castel de Bram. Alain Boulanger, le secrétaire du syndicat de l'appellation des vins de Gaillac, que vous avez été, n'a tout de même pas vécu que des crises. Autour de l'an 2000, c'est plutôt une certaine prospérité qui se dégageait, non ? Si, c'est vrai. Autour de l'an 2000, le Gaillac s'écoule sur le marché à un prix pour le moins un peu attractif, autour de 6,50 francs le litre, c'est-à-dire aujourd'hui à peu près 1 euro. L'équilibre est donc atteint. Ce prix est concurrentiel, certes, il reste rémunérateur pour les producteurs. Et rien n'interdit aux produits de Gaillac de prospérer encore, même si sa notoriété reste très régionale. Celle-ci va en augmentant. Mais la légère euphorie qui se respire à ce moment dans les vignes de Gaillac va néanmoins s'évanouir autour des années 2005. Et c'est de Bordeaux que la crise va venir. Quel vilain coup Bordeaux a-t-il donc fomenté ? Faut comprendre que tout ce qui porte une étiquette de Bordeaux, ça se vendait au mieux autour de l'an 2000. Et sans doute parce que la Californie, à ce moment, enfin sur le marché international, il y avait un manque de vin. Donc la production des vins en entrée de gamme notamment atteint des sommets en volume, notamment à l'export. Et ce, paradoxalement, alors que la qualité baisse, dû à un moindre respect des règles par un souci de produire de plus en plus. Et alors, à un moment donné, le négoce bordelais s'est alors trouvé durement concurrencé sur les marchés extérieurs, notamment par les Californiens et aussi les Australiens, qui étaient plus rigoureux en matière de qualité. Ils perdent des volumes à l'export. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont retournés sur le marché intérieur. Et à ce moment-là, il n'a pas été extraordinaire de trouver des bouteilles de Bordeaux à des prix invraisemblables. Autour de, par exemple, 1,27 € la bouteille, dans les rayons de grande surface. Ah bon ? Et c'est buvable à 1,27 €? Oui, ce sont des vins de très moindre qualité, mais qui jouent sous la magie de l'étiquette Bordeaux. Et c'est l'image de ce vignoble qui est d'abord galvaudée, évidemment. Mais ce sont les vignobles de beaucoup plus faible notoriété, comme le nôtre, qui vont le plus en souffrir. Le consommateur, quand il juge qu'un vin de Bordeaux n'est pas bon, les vignobles de rang inférieur, de notoriété inférieure, ne doivent pas être bien meilleurs. Donc c'est la notion même d'appellation d'origine qui est mise à mal. Et alors, quelles solutions sont-elles mises en place pour faire front ? Alors, avant cette époque-là, dans les années 80-90, dans le sud-ouest, on faisait beaucoup de vins de premier prix, souvent sous une étiquette carte noire, quelquefois d'autres, voilà. Et on proposait des vins à des vins qui étaient corrects et à des prix abordables. Et ça a fait la fortune de Gaillac et de tous les vignobles du sud-ouest. Mais Bordeaux a mis cette affaire vraiment à mal, puisqu'il proposait sa production soi-disant prestigieuse à des prix inférieurs. Et cela veut-il dire que les cartes noires ont finalement disparu ? Ça a duré peut-être un certain temps, mais ça ne permettait plus du tout aux producteurs de vivre correctement. Ça n'offrait plus une rémunération suffisante. Il a donc fallu trouver d'autres solutions.
Dans la tempête qui se déchaîne sur ce monde de la vigne à partir de 2005, c'est là où toute tentative de réagir de façon ordonnée a été mise à mal. Malgré tout, au travers des réunions du syndicat, des AG de la cave coopérative, des discussions entre producteurs, un consensus a fini par s'établir petit à petit. Un consensus, mais sur quel point? Il nous est apparu vite qu'on devait abandonner les premiers prix en appellation, notamment les vins que nous réservions pour les produits comme le carte noire, et qu'il nous fallait, ces vins-là, il nous fallait les classer en vins de pays, et les vins d'appellation, il fallait les réserver pour des produits un peu plus haut de gamme. Tout simplement, par un travail sur la qualité, il fallait qu'on améliore le produit Gaillac. C'était donc par le haut que la solution serait trouvée. Oui, tout à fait, voilà. Mais la tentation de chacun pour soi, ça a toujours été présent et beaucoup en même temps ont cherché des solutions individuelles. Notamment pour essayer de se distinguer du commun, distinguer des autres. Quitte même, en certains cas, à dénigrer le voisin ou à dénigrer l'appellation. Les vieilles habitudes dans la vie dure, cette tendance, ce travers n'est pas nouveau. Non, c'est juste dans les crises, ça réapparaît toujours. Certains vignerons font leur fonds de commerce de la critique des déboires de l'appellation Gaillac. Puis d'autres travaillent à des produits nouveaux ou très anciens, mais différents. Alors il y avait eu du rosé doux, du vin romain, vinification en amphore. La tendance au bio s'amplifie aussi. Le bio, ça devient une des premières façons de se singulariser, se distinguer de la production commune, de se distinguer tout court. Autrement dit, le bio joue contre la pratique collective. Oui et non, le bio, c'est aussi une façon de coller à la demande sociétale, mais avec le risque de voir la marque Gaillac s'effacer derrière la marque bio. Il y a pourtant des producteurs qui ont reçu l'amalgame et qui ont inscrit cette démarche au bio comme un apport à la notoriété collective. Et c'est un peu le cas aujourd'hui. Voilà. De 2005, tout se dégrade, dites-vous. Mais c'est dans les crises que naissent les nouvelles solutions. Oui, 2005, en effet, conduit chacun à plus d'exigences. La première de ces exigences, ça a porté sur une nécessaire nouvelle baisse des rendements. Mais ce n'est jamais gagné. Les niveaux n'ont jamais cessé de fluctuer depuis. C'est à chaque fois, ça a été un débat long, difficile, houleux. Mais vous achoupiez sur quoi? Dans les années 80-90, un accord avait été trouvé pour s'en tenir à une production de 66 hectares en rouge. Et en 2005, on descend à 55 hectares. Mais c'est vrai que la cave coopérative a demandé vite de revenir aux 60 hectares pour pouvoir mieux rémunérer ses coopérateurs. Et où en êtes-vous aujourd'hui? Eh bien, finalement, la cave coopérative, comme les autres, a bien vu qu'il fallait remonter la qualité, puisqu'elle aussi se trouvait avec des stocks d'appellation énormes. Et donc aujourd'hui, le consensus est établi à 55 hectares. Vous écoutez l'émission Un vigneron dans l'alambic de l'histoire sur Air d'Otan Gaillac. Et vous, sur votre exploitation, quelle force avez-vous mobilisée pour tenter de passer sans trop d'encombre tous ces hauts et ces bas? Quelle force! On a essayé d'avoir un peu d'imagination. Dans les années 90, la coopérative, elle nous avait proposé de vinifier une partie de notre production dans des cuves particulières pour pouvoir la vendre sous un nom différent, la commercialiser sous notre nom. J'en ai parlé dans une précédente émission. En contrepartie, nous pouvions récupérer une partie de cette production et la vendre nous-mêmes directement. Ça nous a permis, nous, de dégager une petite marge supplémentaire. Et puis, ça nous a apporté aussi la reconnaissance de nos pairs par le marché, la reconnaissance du travail fourni dans les vignes. Je crois savoir que cela a très bien fonctionné jusqu'en 2002. Oui, effectivement. Même, on a vu une certaine aura à l'intérieur de la coopérative, notamment en 2000. Mais en 2002, malheureusement, j'ai eu un gros pépin.
Notre récolte a été catastrophique parce que nous avons une récolte de black rot, une attaque de black rot auquel j'ai pas su faire face par manque de... Ouais, le black rot, autrement dit, c'est la pourriture noire. Le black rot, c'est la pourriture noire. Ouais. Je n'avais jamais vu auparavant et donc on a été surpris. Et du coup, le Castel de Bram voit son image totalement se dégrader à l'intérieur de la coopérative. Et du coup, la cave ne souhaitait plus renouveler l'expérience de sa vinification en cuve particulière. D'autant que pour assurer une parfaite fermentation des raisins, il nous fallait remplir les cuves qui sont de 300 hectos à la cave et nous n'avions pas suffisamment de quantité sur chaque cépage pour pouvoir le faire. Ouais, donc les objectifs étaient hors d'atteinte. Et alors, comment se passe la suite? Alors, donc, par la suite, à partir de 2005, en plus, la rémunération des raisins versés à la coopérative est restée stable. Donc, ça a fait que le revenu des vignerons a baissé autour de 10%, voire 20%. Donc, il fallait qu'on trouve une solution. Le maintien de la qualité imposait une baisse des rendements, laquelle les producteurs ont bien consenti, bon gré mal gré, mais il faudra attendre 2018 pour que les prix repartent à la hausse. Et nous ne pouvions pas, nous tourner à Bramezag, nous ne pouvions pas nous tourner vers une production de plus forte quantité de vins de pays, le terroir ne le permettant pas. Et cette situation vous a convenu? Alors donc, après beaucoup de réflexions et des essais, en 2007, nous décidons de vinifier par nous-mêmes 20% de notre production, espérant en tirer une bien meilleure notoriété et une marge bien supérieure. Aujourd'hui, à la coopérative, le vin d'appellation, c'est 90 € l'hecto, alors que nous, au Castel de Bram, nous avons pu valoriser notre production à 150 € l'hecto, minimum. Et ça, c'est le résultat d'avoir imaginé d'avoir mis votre imagination au pouvoir. C'est ça. Voilà. Mais c'est-à-dire, concrètement, c'est quoi? On a choisi une solution technique originale et peu onéreuse pour nous. Nous avions des remorques avec lesquelles les raisins étaient apportés à la cave et que j'avais modifiées pour pouvoir les porter sous gaz inerte, on appelle, enfin sous... Et on a transformé du coup ces remorques en cuves de vinification horizontale. Ce qui, en fait, ça permet d'éliminer une grande partie des manipulations, d'une part. Et d'autre part, ça nous permet de fouler le raisin au pied et après de piger au pied pendant toute la fermentation. Et ensuite, ça simplifie parce qu'il ne reste plus qu'à vider la remorque facilement et directement dans la cuve, en passant par le pressoir. Le vin produit n'y perd pas en qualité? Non, au contraire, ce calcul, ça permet d'avoir, premièrement, il y a une première phase de macération carbonique qu'on appelle, où le raisin macère sans être foulé, et ce qui permet une meilleure expression des raisins. Et en plus, ensuite, le foulage qui arrive au pied et le pigeage par la suite, c'est la meilleure méthode pour pouvoir extraire les tanins et les couleurs. Donc, finalement, on arrive à avoir un vin très coloré et très aromatique. Alors, du coup, surtout, plutôt que de chercher à nous distinguer au sein de l'appellation, nous choisissons, au contraire, de nous placer au centre en faisant un gaillac le plus authentique possible avec les cépages ancestraux. C'est-à-dire le prunelard, par exemple. Avec le Duras, le Brocol et le prunelard par la suite que nous avons replanté en 2007. Qui est venu renforcer votre démarche. Tout à fait. Et les ventes ont-elles décollé pour autant? Alors c'est là, il faut bien comprendre, développer un réseau commercial, c'est toujours long et difficile. Ça demande un investissement, c'est un investissement. Il nous aura donc fallu 13 ans d'efforts. Et à la dernière saison, avant le confinement de mars 2020, nous avons vendu 15 000 bouteilles et le Castel de Bram a recueilli 3 médailles au concours des vins de Gaillac. Vous n'avez, pas choisi de travailler le bio?
Ah oui, le bio, oui. Ben, alors, en 1970, non, c'est pas le choix que j'ai fait. En 1977, lorsque je me suis installé, en fait, on faisait du bio, hein, sans le savoir. Hein. Ma première décision, ça a été de supprimer les désherbants que mon père utilisait à l'époque. Lesquels désherbants, d'ailleurs, qu'on utilisait à l'époque, ils sont interdits aujourd'hui. Et j'ai d'abord acheté une charrue, puis j'ai recommencé à labourer les vignes. J'ai fait ça grâce à la petite aide qu'on avait à l'époque pour quand on s'installait comme jeune agriculteur. Et j'avais acheté une toupie qui permettait de travailler entre les souches. Et puis, pour protéger la vigne du mildiou et de l'oïdium, j'y allais avec le sulfate de cuivre quasiment presque toutes les semaines. Une fois par semaine pendant 3 mois. Pourquoi alors ne pas avoir continué? D'abord, je me suis bien rendu compte que les labours, c'est l'érosion, et dans les vignes en pente, ça devenait catastrophique. Et pour corriger ce travers, il m'a fallu même remonter la terre avec un outil du genre de ceux qui est utilisé pour les terrassements, un petit, mais voilà, même type d'outil. Et le sol était fragilisé et perdait sa structure. Et je me suis aperçu que pendant les vendanges, les passages répétés des divers engins, ça creuse de profondes ornières. Et quand on est passé à la machine à vendanger, ça avait accentué le phénomène. Et donc j'ai dit, c'est ou la machine ou arrêter le labour. Et quant aux produits phytosanitaires? Eh bien, dès que j'ai pu, j'ai remplacé une partie du sulfate de cuivre par des produits chimiques de synthèse parce que le sulfate de cuivre, ça ralentit la croissance de la vigne. Et ces produits de synthèse ne sont pas lessivables et ça permettait de limiter le nombre des passages. Et ça faisait donc une économie de temps, une économie de produits et même un mieux-être du végétal. Mais avec tout ça, n'étiez-vous pas un tantinet à contre-temps? Si vous voulez, j'ai fait du bio sans le savoir quand il n'était pas commun de le revendiquer. Et j'ai arrêté ce même bio 20 ans avant qu'il ne devienne à la mode. Et des clients, des amis, des collègues, séduits par le discours vert en vogue autour de l'an 2000, m'auraient incité à user des pratiques que j'avais abandonnées pour toutes les raisons précitées. Mais non, j'ai pas voulu y aller. Il est hors de question pour moi à revenir à des pratiques aussi destructives pour le sol et l'environnement que le labour et l'utilisation du sulfate de cuivre. Vous n'êtes donc définitivement pas écolo. Là, vous me provoquez. Hein. Non, pas du tout. Je suis plus que jamais. Et tous mes choix ont toujours été guidés par l'écologie. Ah oui, vous êtes un écolo qui abandonne l'écologie. Expliquez-nous. Je pense qu'en France, il y a une confusion entre bio et écologie. Le bio, c'est une promesse faite aux consommateurs de ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse. Parce que le sulfate de cuivre, c'est quand même un produit chimique, mais ce n'est pas de synthèse. Mais l'écologie, pour moi, en ce qui me concerne, c'est d'abord la préservation du sol, la biodiversité, et de façon très pratique, c'est la limitation du nombre de passages, moins de tracteurs, donc une diminution des phytosanitaires utilisés, une diminution de l'énergie fossile utilisée. Et je n'ai jamais cessé de tenter d'améliorer ces pratiques. Donc c'est pour ça que j'ai pratiqué l'enherbement naturel ou la réduction des antifongiques. Dites-moi en quoi un produit de synthèse, ça serait forcément plus néfaste que le sulfate de cuivre, qui détruit la vie biologique du sol. Les produits de synthèse, pour la plupart, ce sont des copies de molécules végétales. Il y a plein de médicaments. Vous voulez dire qu'il y en a plein les médicaments? Oui, il y en a plein. Excusez-moi, je me suis trompé. Il y en a plein. Il y a plein de médicaments qui sont aussi des copies de produits de synthèse, voilà, de produits naturels. Voilà.
Et pour revenir au sulfate de cuivre, ça ralentit la croissance de la vigne, ça détruit les arômes du raisin, ça intoxique les vers de terre et même les oiseaux qui mangent les vers de terre. Parmi toutes les stratégies possibles, le comportement écologique est au bout de la solution au problème de la viticulture. C'est peut-être celui-là qui a le plus d'avenir. Un vigneron dans l'alambic de l'histoire. In vino veritas, le Gaillac a 2000 ans. Mais c'est le travail des vignerons de ce dernier demi-siècle qui dit le mieux les évolutions du monde et de ses consommations. Passé 43 vendanges, Alain Boulanger, enfant de 68, qui s'est collé au travail en usine puis au travail des vignes, sort de cet alambic de l'histoire. Il raconte sur Air d'Otan Gaillac.